C'est là, à mon avis, où le national-libéralisme verse dans la révolution conservatrice. En réalité, nous sommes devant la résurgence d'un nouvel absolutisme. Et je vous rappelle que l'absolutisme au XVIIIe siècle allait main dans la main avec le secteur privé. Les Français doivent se rendre compte qu'ils sont dans un moment historique où leur liberté publique se délite sous leurs yeux, mais avec leur consentement. Macron est dangereux pour la démocratie. Il est dangereux quand même par une forme d'immaturité personnelle par rapport au pouvoir. Il y a une espèce d'infantilisme politique chez Macron qui passe par son hubris. L'un des aspects de la crise politique aujourd'hui, c'est que l'identification à la nation française, au peuple français, ne s'effectue plus par le jeu des urnes. Et là, on a effectivement crise des institutions démocratiques. Nous passons notre temps à zapper d'une identité à l'autre. Il faut être extrêmement prudent quand on parle d'identité. Et aujourd'hui, vous avez effectivement une reconfiguration des identités, pas simplement en France, dans l'ensemble du monde, par appropriation de l'autre. Mais ça, c'est vieux comme le monde, y compris sur un plan religieux. La mémoire des empires coloniaux reste très présente dans la conscience politique immédiate. Non seulement des anciens colonisateurs, mais également des anciens colonisés. La guerre Russie-Ukraine est une formidable démonstration du passage douloureux de l'Empire à l'État-nation. Jean-François Bayard, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes l'ancien directeur du CERI et actuellement professeur à l'IHEID de Genève. Vous êtes un spécialiste de la sociologie historique et comparée du politique et vous travaillez sur la formation de l'État dans le contexte de la mondialisation. Mais vos travaux vous ont aussi conduit à mener une analyse assez fine des dérives politiques en France que nous subissons de plus en plus fortement. Et vous venez d'ailleurs de sortir cette année aux éditions Cartella « Malheur à la ville dont le prince est un enfant » de Macron à Le Pen. Alors, ce qui se passe en ce moment en France est un véritable laboratoire d'analyse pour éprouver vos théories, et notamment celle du national-libéralisme, qui serait la forme adéquate pour qualifier notre système. Alors, commençons par ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, brièvement, puisqu'on va y revenir en détail, ce qu'est le national-libéralisme? Alors, à mon avis, depuis le 19e siècle, et je pense que nous ne sommes pas sortis du 19e siècle, le monde vit sur le mode d'une triangulation entre trois logiques que généralement nous tenons pour contradictoires et qui en réalité sont en synergie. Et ça, c'est, je pense, l'originalité de mon apport et la notion de national-libéralisme essaye de restituer, d'exprimer cette triangulation. Le premier sommet du triangle, c'est l'intégration du monde. Et on la voit de différentes manières, le développement et l'expansion d'un certain nombre de marchés mondiaux, marché des capitaux, marché des biens commerciaux, d'une certaine manière, marché de la force de travail, mais également la technologie, le marché de l'art, d'une certaine manière le marché religieux, avec par exemple l'expansion du mouvement missionnaire, ou aujourd'hui un islam qui est un islam globalisé. Donc vous avez toute une série d'intégrations, d'effets d'intégration du monde. Le deuxième sommet du triangle, et là je vais déjà un petit peu perturber vos auditeurs, c'est l'universalisation de l'État-nation comme forme légitime d'organisation politique. Et le troisième sommet du triangle, c'est ce qu'on appelle le culturalisme comme idéologie de la globalisation. Et là aussi, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que nous nous globalisons à travers l'affirmation de culture, d'identité spécifique. Et alors, je crois que par cette notion de national-libéralisme, j'essaye de montrer comment
Alors, je vais tout de suite le dire de manière polémique, pour voir que ce ne sont pas simplement des concepts, mais c'est aussi une manière de regarder, peut-être une manière provocante, de regarder l'actualité politique. Le prototype en France du national-libéralisme, ça a été Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est national pour les pauvres, hein, donc le ministère de l'identité nationale et de l'immigration, la souveraineté de l'État, etc. Et il est libéral pour les riches, c'est-à-dire l'adhésion au capitalisme global, pour aller vite. On peut dire exactement la même chose d'Emmanuel Macron, hein. D'un côté, évidemment, c'est l'ancien banquier d'affaires, la Start-up Nation, la volonté d'inscrire la France, l'économie française dans la compétition mondiale, là aussi dans le capitalisme mondial. Mais d'un autre côté, c'est Macron qui va au Puy du Fou, qui va rendre ses hommages à la Pucette d'Orléans, qui va au Mont-Saint-Michel, qui parle des monastères, etc., etc., et qui est tout à fait familier et tout à fait promoteur du grand roman national français. Bon. Donc là, vous avez deux personnages politiques qui, de manière très crue, combinent l'affirmation nationale d'une part, et d'autre part, le libéralisme. Et je pense que cette notion de national-libéralisme est intéressante, même s'il ne faut pas forcément la confondre avec le national, le parti ou le groupe parlementaire national-libéral qui appuyait Bismarck en Allemagne et qui avait et que l'on va retrouver par exemple à la fin des années 1920 ou au début des années 1930 en Allemagne, et au point de rencontre d'une autre notion que j'ai utilisée, celle de révolution conservatrice. On va développer, tout ça dans la suite, de notre entretien. Mais là, puisque vous en avez parlé avec, Emmanuel Macron, qui est un avatar du néolibéralisme, eh bien, on voit qu'il vient de nommer un Premier ministre de droite, et ensemble, ils sont en train de construire un programme d'austérité, pour satisfaire les marchés, tout en emboîtant le pas au Rassemblement national par une dérive autoritaire, qui ne cesse de s'aggraver. On vient d'ailleurs d'apprendre qu'en échange du vote du budget, le RN, voilà, c'est une condition, le RN veut une loi immigration, donc ils vont remettre encore une couche. Mais est-ce que dans ce cadre, on n'a pas, comment dire, atteint une espèce de pic du national-libéralisme? C'est là, à mon avis, où le national-libéralisme verse dans la révolution conservatrice. Et au fond, alors je pèse mes mots, parce qu'il ne s'agit naturellement pas de dire que Marine Le Pen, c'est Adolf Hitler. Bon, on pourra revenir, si vous voulez, tout à l'heure sur la manière dont on peut comparer les situations politiques, hein. Ce que j'ai cherché à dire, notamment dans des articles du Temps, qui ont eu beaucoup de succès, non seulement en Suisse, mais également en France, c'est que nous sommes dans une logique de situation tout à fait comparable à celle qu'a connue l'Allemagne en 1930-1932. Macron, de ce point de vue, il est exactement dans le même paradigme que le chancelier Brüning, et un chancelier Brüning qui recevait l'appui du grand juriste et du grand théoricien politique Carl Schmitt, un État fort pour une économie saine. Et Macron incarne tout à fait cela. Donc, pour lui, l'économie saine, c'est effectivement le néolibéralisme, donc la réforme sur les retraites, etc., tout ce qu'il a mis en œuvre depuis son élection en 2017, mais qui s'inscrit dans la continuité de l'ajustement néolibéral que la France connaît depuis, grosso modo, le milieu des années 1980, y compris sous la houlette du Parti socialiste, à partir du moment où celui-ci a changé de pied économique en 1983. Bon. Et donc, on voit très bien l'économie saine, mais on voit également l'État fort, avec, vous avez vous-même utilisé le terme, une propension à une certaine forme d'autoritarisme, le contournement des corps intermédiaires, une répression policière de plus en plus vigoureuse à l'encontre du mouvement social, mais également à l'encontre des revendications environnementalistes, et la mise en œuvre d'un État qui est de plus en plus policier, qui surveille de plus en plus la population, éventuellement à la faveur des Jeux Olympiques, avec le développement de toute une série de techniques de contrôle de la population. Donc là, on a un Emmanuel Macron qui est très très proche du chancelier Brüning, et
Il a fait la même bêtise, que le chancelier Brüning. Il a dissous, l'Assemblée nationale. Brüning, c'était le Reichstag, et il se retrouve, avec un groupe d'extrême droite, qui, est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était, auparavant. Donc il a loupé sa dissolution. Et il fait exactement, ce que l'Allemagne, a fait, en 1930-1932, c'est-à-dire d'essayer de trouver, un nouveau chancelier, très marqué à droite, et qui est supposé, endiguer, l'arrivée, au pouvoir de l'extrême droite. Et en Allemagne, ça a été von Papen, ensuite, Schleicher. Il y a eu une nouvelle dissolution, ça aboutit, à un résultat similaire, et finalement, von Papen revient au pouvoir, flanqué d'Adolf Hitler. Et là, Macron, il est passé du chancelier Brüning au maréchal Hindenburg, c'est-à-dire que c'est une hypothèse, mais elle devient plausible. Il sera amené, à nommer Marine Le Pen ou Monsieur Bardella comme Premier ministre lorsqu'il sera contraint à nouveau de dissoudre, lorsque la Constitution le lui permettra, l'été prochain. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Pour le moment, je souhaiterais qu'on revienne aux sources de votre œuvre pour, mieux comprendre tout ce qui se passe, parce que vous êtes un grand spécialiste de la formation, de l'État. C'était même votre sujet de thèse, hein, donc c'est vraiment au cœur de votre travail de chercheur. Et vous avancez une thèse, qui est tout à fait, comment dire? Contre-intuitive, par rapport au discours habituel. Pour vous, les États, ne sont pas menacés, par la mondialisation, ils sont le produit de la mondialisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, je reviens sur ce que je disais, tout à l'heure. Si vous regardez, cette séquence, 19e, 20e siècle, d'un côté, vous voyez, ce que l'on nomme la mondialisation, donc cette, intégration, du monde, qui prend, des expressions différentes, avec d'ailleurs des disjonctions entre ces effets d'intégration. Par exemple, aujourd'hui, l'intégration du marché des capitaux, du marché mondial des capitaux, est beaucoup plus poussée que l'intégration du marché mondial des biens de consommation. Vous avez beaucoup de protectionnisme, y compris dans le cadre de l'OMC, et éventuellement, sous couvert de normes environnementales, ou de normes techniques, etc. Donc vous avez par exemple un marché des capitaux qui est plus intégré que le marché, international, des biens des biens. Vous avez un marché international de la force de travail, mais ce marché, on le voit avec la prohibition de l'immigration, il est moins intégré que le marché des capitaux. Et vous pouvez avoir des contradictions, ou des asymétries dans ces, processus d'intégration du monde. Internet est un facteur, d'intégration du monde évident, mais Manhattan, est beaucoup plus, connecté, que le Midwest aux États-Unis. Shanghai, ou Hong Kong est beaucoup plus connecté, que ce qu'on appelle la Chine jaune. C'est les campagnes de l'hinterland, de la Chine. Et vous pouvez même avoir des contradictions. D'une certaine manière, le mouvement communiste international, dont l'Union soviétique a été le réceptacle, étatique, a été un effet de mondialisation, hein, puisque c'est une tautologie, mouvement communiste international. Et ce mouvement communiste, il a permis d'une certaine manière, l'intégration, par exemple, de l'Asie centrale, les provinces, asiatiques de l'Asie centrale de l'Union soviétique, l'intégration de l'Asie centrale, à l'industrie, au cinéma. Vous avez de grandes écoles cinématographiques qui ont été développées par l'Union soviétique, le cinéma ouzbek, le cinéma kirghize. Si vous êtes amateur de cinéma, ce sont de grands cinémas encore aujourd'hui. Bon. Mais bien
bien sûr, ce mouvement communiste international, il était en contradiction avec l'intégration capitaliste du monde, même si vous aviez des points d'articulation. Et puis, il y a eu toute la guerre froide. Donc c'est ça la difficulté, c'est de comprendre la complexité de ce processus d'intégration du monde. Et l'une de ces difficultés, c'est que la mondialisation, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, l'universalisation de l'État-nation qui, aujourd'hui, est la seule forme légitime d'administration, de domination d'un territoire. Dans vos travaux, notamment dans votre livre À l'énergie de l'État, vous étudiez le passage des empires aux États-nations et vous détruisez quelques mythes et idées reçues, puisque pour vous, ce passage n'a rien de linéaire. Vous utilisez à un moment l'expression de compénétration des durées. Qu'est-ce que ça signifie? L'une de mes particularités de chercheur, bon, je viens grosso modo de la science politique et après j'ai développé cette démarche en me situant naturellement dans toute une tradition intellectuelle, cette démarche de la sociologie historique et comparée du politique. Mais dans ce cadre-là, l'une de mes particularités, c'est que j'introduis dans l'analyse politique des concepts philosophiques. Et la compénétration des durées, c'est un concept d'Henri Bergson, qui a été un grand philosophe. Et Bergson avance ce concept de compénétration des durées euh, que nous pouvons tous comprendre, parce qu'évidemment, nous vivons dans le présent, mais nous sommes également inscrits dans notre passé, le passé de notre enfance, le passé de notre famille, le passé de notre histoire. Et cette histoire, elle est complexe. C'est l'histoire de notre village ou de notre ville. C'est l'histoire éventuellement de notre religion. C'est l'histoire de notre nation. Et puis, simultanément, nous vivons dans le présent, nous vivons dans le futur, excusez-moi. J'ai un train à 14 heures, demain j'ai mon cours, vous avez tout à l'heure un autre invité, vous avez une visite familiale, vous devez partir en vacances, vos enfants doivent partir en vacances. Donc vous êtes simultanément dans le passé, dans le présent, éventuellement dans l'urgence, parce que vous allez rater votre train, et dans le futur. Et c'est ce que Bergson nomme la compénétration des durées. Et ça, c'est très important pour comprendre l'histoire, notamment parce que Bergson introduit une autre notion qu'il emprunte à Charcot, qui est la notion de la fausse reconnaissance, ce sentiment, par exemple, du déjà-vu. Sans rentrer dans le détail, le peuple arménien aujourd'hui, le peuple juif, le peuple palestinien vivent leur présent dans le traumatisme d'une grande catastrophe que leurs ancêtres ont subi, qui n'ont pas forcément subi eux-mêmes. La Shoah pour les Juifs, la Nakba pour les Palestiniens, l'expulsion de Palestine sous la pression du sionisme et des Juifs et ensuite de l'État d'Israël, et le génocide de 1915 pour les Arméniens. Et la conscience du présent pour les Juifs, les Palestiniens et les Arméniens, elle est très largement façonnée par leur mémoire historique traumatique. Et si vous prenez la crise aujourd'hui d'Israël-Palestine, si vous prenez la conscience historique des Juifs, y compris des Juifs en France, si vous prenez la position des Arméniens, que ce soit par rapport à la Turquie ou dans la société française, eh bien leur conscience du présent, elle est très largement façonnée par leur mémoire historique. Et c'est ce pourquoi ce concept de compénétration des durées n'est pas simplement d'ordre philosophique, il peut nous permettre de comprendre l'actualité politique la plus immédiate. Et justement, qu'est-ce que ça nous enseigne sur notre monde contemporain en crise d'avoir conscience de ça? Eh bien, par exemple, ça nous permettrait de mieux comprendre la révolution conservatrice en France. C'est une hypothèse qui a été évoquée par Benjamin Stora, l'historien, grand spécialiste de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Il avance cette hypothèse selon laquelle la montée du Front National en France serait liée à cette mémoire historique traumatique de la guerre d'Algérie. Et j'ai pris cette hypothèse au sérieux et je l'ai amplifiée peut-être, notamment pour comprendre
pas simplement la montée du Front National dans les années 1980, 1990, 2000, mais également la montée du Rassemblement national aujourd'hui et la conscience politique des Juifs français, mais également des Israéliens d'origine française, c'est-à-dire très largement d'origine algérienne. Et je pense que nous pouvons mieux comprendre de nouveaux alignements et des formes de panique morale. Je m'explique. Une bonne partie des Juifs français sont en réalité des Juifs algériens qui ont acquis la nationalité française grâce au décret Crémieux en 1871, dont le sort a donc été lié à celui des Pieds Noirs, et qui ont dû quitter l'Algérie en 1962, mais qui ont déjà vécu une guerre d'Algérie très dure, quel que soit, je ne rentre pas sur le bien fondé ou des positions des uns et des autres, toujours est-il que ces Juifs de nationalité française résidant en Algérie ont vécu la guerre de libération nationale avec le recours à des attentats meurtriers, etc. Et ensuite, bien entendu, le déracinement de l'exode et l'installation dans une société française qui leur était hostile, en partie d'ailleurs par antisémitisme. Bon. Mais vous avez un autre traumatisme dont on ne parle quasiment jamais et qui a été le traumatisme des appelés. N'oublions pas que la guerre d'Algérie a été une guerre d'appelés. Vous avez une, peut-être presque deux générations de jeunes Français, et notamment de jeunes Français d'extraction populaire, paysans, ouvriers, qui sont allés en Algérie pour un service militaire qui devait durer 18 mois ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement, et qui eux-mêmes ont vécu une guerre atroce, qui ont commis des choses atroces, mais qui ont également subi des choses atroces et qui ont vu des camarades tués dans des conditions épouvantables et qui portent également la culpabilité d'avoir commis eux-mêmes des actes atroces, des massacres, tortures, bombardements, etc., etc. Et ces jeunes gens, on les a réinjectés dans le tissu de la société française, dans les profondeurs de la société française, et à une époque où, naturellement, il n'y avait aucun accompagnement psychologique des anciens combattants. Bon. Et on leur a dit, insulte suprême, il n'y a rien à voir. Événement d'Algérie, il n'y a pas eu de guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie n'a été reconnue comme telle que très tardivement. Je ne sais plus si c'est Jacques Chirac ou François Hollande, mais c'est quelque chose de très tardif. Ces jeunes gens ont vécu pendant 20, 30 ans dans une non-guerre. Il ne s'est rien passé. Et là, je crois qu'on a eu un traumatisme dans les profondeurs de la société française qui, aujourd'hui, ressurgit, notamment sous la forme, par exemple, de l'islamophobie. Mais l'histoire n'est pas finie. Une bonne part des Juifs français d'origine algérienne sont partis en Israël et aujourd'hui sont des citoyens, d'ailleurs de double nationalité, de double citoyenneté, israéliens et français. Et d'une certaine manière, ils ont rapatrié dans la société israélienne le traumatisme de la guerre d'Algérie. D'où leur positionnement très à droite et leur soutien à Netanyahou. Alors, je reviens sur la question précédente pour bien aller au fond des choses. Est-ce que vous pouvez nous développer votre vision sur ce fameux passage des empires aux États-nations ? Oui, c'est une question essentielle. Si vous prenez le 19e siècle, le monde, grosso modo, est dominé par des empires. Les grands empires classiques, l'empire russe des Romanov, l'empire ottoman, l'empire Kadjar en Iran, ce qui reste de l'empire Moghol en Inde, la Chine, etc., etc. Donc et puis les empires coloniaux qui se développent, qui connaissent une nouvelle expansion à partir du 19e siècle, notamment à l'initiative de la France et d'Angleterre. Bon. Donc nous avons un monde d'empire. Ce monde d'empire, il s'effondre pour l'essentiel en 1918 avec la défaite de l'Empire austro-hongrois, de l'Allemagne, de l'Empire ottoman, d'une part, et d'autre part, l'effondrement de l'Empire russe des Romanov. Donc vous avez toute une série d'empires qui s'effondrent et qui donnent naissance à un système d'État-nation, en particulier en Europe centrale.
mais se maintiennent des empires coloniaux. En particulier britanniques, français, mais également portugais, néerlandais. Et il y a un deuxième effondrement de ce monde d'empire, c'est la décolonisation, pour l'essentiel au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec en particulier donc l'indépendance de l'Inde, évidemment, dans les années 1940, mais ensuite la grande vague de décolonisation en Afrique subsaharienne en 1960-1964, éventuellement un petit peu. Bon. Et une nouvelle vague de systèmes d'État-nation qui s'instaure dans ces différents pays. Donc on est passé de manière idéale typique d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Là où les choses sont un petit peu plus compliquées, c'est qu'on ne peut pas raisonner en termes linéaires évolutionnistes. Parce que, d'une certaine manière, l'empire continue d'exister dans la conscience nationale, dans la mémoire historique des États-nations. C'est ce que disent les études postcoloniales, qui est un courant dans lequel je ne me reconnais pas, par rapport auquel j'ai été très critique. J'ai publié les études postcoloniales, un carnaval académique, mais je pense quand même que les études postcoloniales nous disent quelque chose d'important, même si leur démonstration, à mon avis, est fausse, c'est que la mémoire des empires coloniaux reste très présente dans la conscience politique immédiate, non seulement des anciens colonisateurs, mais également des anciens colonisés. Par exemple, le traumatisme de la colonisation, mais également de l'esclavagisme dans les sociétés africaines. Et puis, vous avez également la continuité des personnels politiques. Par exemple, quand l'Empire ottoman s'effondre, l'essentiel du personnel politique de la Turquie kémaliste, mais également de la Syrie mandataire ou du Liban mandataire ou de l'Irak mandataire, c'est-à-dire le mandat de la Société des Nations qui a été confié tantôt à l'Angleterre, tantôt à la France, l'essentiel de ce personnel politique des nouveaux États, c'est un personnel ottoman. Ce sont des anciens officiers, par exemple, ou des anciens administrateurs arabes qui avaient servi l'Empire ottoman. Et vous avez également, mes collègues historiens ou spécialistes, politistes spécialistes de ces différents pays, ont montré comment des pratiques politiques de l'Empire ont pu se reproduire dans l'État-nation. Par exemple, en Turquie, la pratique de la pétition, qui reste en vigueur pendant toute la période kémaliste et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut plus raisonner en termes de compénétration des durées, durée impériale et durée de l'État-nation, qu'en termes de rupture radicale. Et de ce point de vue, puisque vous êtes toujours soucieux d'accrocher la sociologie historique et comparer du politique à la compréhension de l'actualité immédiate, la guerre Russie-Ukraine est une formidable démonstration du passage douloureux de l'Empire à l'État-nation. Mais on pourrait dire exactement la même chose de la guerre civile en Irak, de la guerre civile au Liban, de la guerre civile en Palestine, c'est-à-dire entre juifs et palestiniens, et on pourrait multiplier les exemples. Les guerres yougoslaves des années 1990 sont des guerres de passage de l'Empire à l'État-nation, la Yougoslavie ayant été, si vous voulez, une espèce de continuation d'un ordre impérial à l'interface de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman. Par ailleurs, on a aussi l'impression que la France est plongée dans une sorte de, on pourrait dire, ce qu'on emploie généralement, une grande crise identitaire, au sens où, à gauche comme à droite, les individus semblent avoir perdu leur lien collectif. Alors, bon, il y a un attachement très fort à des identités individuelles ou culturelles. Une des analyses de ce problème consiste à dire que c'est la mondialisation qui pousserait à cette crise identitaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que du mal. Et je pense que le débat est biaisé. Bon. D'abord, je suis navré d'avoir à le dire à vos auditeurs, nous n'avons pas d'identité. Nous sommes porteurs de multiples identités. Et là, puisque j'utilise toujours des concepts philosophiques, je voudrais me référer à Gilles Deleuze, qui dit que le concept doit dire non pas l'essence, mais l'événement.
pas l'événement au sens de 1515 Marignan, la bataille ou la mort du roi ou je ne sais quoi, mais le processus, la dynamique, l'énergie de l'État, pour reprendre le titre de l'un de mes derniers livres. Bon. En l'occurrence, il ne faut pas parler d'identité parce que nous avons de multiples identités. Le matin, quand on se réveille, on est mari ou femme ou enfant. Ensuite, on devient étudiant, journaliste ou professeur. Donc, nous passons notre temps à zapper d'une identité à l'autre. Et naturellement, nous pouvons avoir des identités et je reviendrai sur le bon terme, à mon avis, d'ordre politique, mais elles sont très relatives. L'Ardéchois par rapport, enfin, l'habitant du département d'Ardèche par rapport aux Parisiens, il va se définir comme Ardéchois. Mais par rapport à un Allemand, il va se définir comme Français. Par rapport à un immigré, il va peut-être se définir comme protestant ou comme catholique, ou comme Français. Par rapport à un Américain, où il va peut-être se définir comme Européen. Voilà le véritable concept. Identification, l'événement. Nous nous identifions ou nous sommes identifiés. Et pour en revenir à votre question, je crois que la globalisation ne remet pas en cause nos identités. Elle les recompose. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre des Français qui sont très attachés à ce qu'ils croient être l'identité française, mais si vous faites une perquisition amicale chez eux, vous allez découvrir des choses épouvantables. Vous allez découvrir des blue jeans qui ne sont pas un symbole de l'identité ou de la culture française. Si vous allez dans leur garage, vous allez trouver une voiture ou une moto japonaise. Et dans leur salon, une chaîne japonaise. Et vous allez vous apercevoir qu'ils boivent de la bière belge ou allemande, etc., etc. Donc, en réalité, ce que l'on appelle l'identité ou la culture française, elle s'est complètement recomposée par l'appropriation d'éléments étrangers. Mais ça, c'est une histoire vieille comme le monde. La frite française, à l'origine, la pomme de terre, elle vient d'Amérique. Donc vous voyez que il faut être extrêmement prudent quand on parle d'identité. Et aujourd'hui, vous avez effectivement une transformation ou une recomposition, une reconfiguration des identités, pas simplement en France, dans l'ensemble du monde, par appropriation de l'autre. Mais ça, c'est vieux comme le monde, y compris sur un plan religieux. On dit parfois que l'Europe est chrétienne, mais le christianisme, c'est une religion orientale que les Européens occidentaux se sont appropriés. On n'a pas le christianisme dans les gènes. Les habitants de la grotte Chauvet en Ardèche n'étaient pas chrétiens, alors que ce sont vraisemblablement nos très, très lointains ancêtres. Vous avez employé le mot plusieurs fois de culture. C'est quoi la culture pour vous et quel effet elle produit politiquement? Alors, la culture, c'est un événement. Effectivement, nous vivons inévitablement dans une dimension culturelle. Je vais prendre un exemple trivial. L'acte politique le plus élémentaire, c'est le meurtre politique. Bon, vous tuez votre adversaire politique. Même cet acte basique, vous l'effectuez dans, entre guillemets, la dimension culturelle. Par exemple, au Kenya, vous avez beaucoup de meurtres politiques, et comme l'avait dit de manière très crue un journaliste kényan, en parlant d'un député que l'on avait malencontreusement retrouvé mort dans un parc naturel, on l'a retrouvé like a meatball, comme une boule de viande. Bon, comme un kefté, si vous voulez. Parce que culturellement, au Kenya, vous allez hacher menu la personne que vous avez tuée. En Sicile, vous allez utiliser la loupara, ou éventuellement vous allez couler dans le béton votre adversaire que vous avez liquidé. Donc vous avez une symbolisation qui est culturellement, historiquement ancrée dans différentes sociétés. Aux États-Unis, par exemple, vous avez effectivement énormément de meurtres, soit de droit commun, soit à connotation politique, qui se font plutôt au fusil mitrailleur. Bon. Donc,
tout acte a toujours une dimension culturelle, même si chacun de ces actes a son universalité. Et que la quasi-totalité des bipèdes sur Terre effectuent ces actes, mais ils sont toujours construits culturellement. Alors, la politique, c'est la même chose. La très grande difficulté, à la fois dans l'analyse, mais également dans la conscience politique, c'est de comprendre, d'une part, l'historicité propre de ce que l'on appelle de manière un peu commode la culture politique, et d'autre part, l'universalité. C'est-à-dire que l'universalité, c'est pas comme ça une espèce d'essence dont par exemple la France, naturellement, serait l'incarnation souveraine, parce que c'est la France, comme nous le disent régulièrement nos présidents de la République successifs, quelles que soient leurs orientations politiques. Bon. L'universalité, c'est un acte, c'est un événement. Et c'est toujours l'universalisation par réinvention de la différence. Le McDo, par exemple, vous ne le mangez pas de la même manière en Chine, en France et aux États-Unis. Donc même quelque chose d'aussi bête qu'un McDo, vous le construisez et vous le pratiquez culturellement. Bah, la vie politique, c'est pareil. Et la démocratie, par exemple, ou le régime autoritaire, ça n'est pas le propre de l'Europe ou de je ne sais quelle société exotique. C'est quelque chose que chacune, c'est un régime politique que chaque société va réinventer à sa manière en fonction de son histoire. Et moi, personnellement, je préfère le terme d'historicité à celui de culture. Mais vous ne pensez pas qu'on a besoin de récits identitaires pour créer un lien collectif? Si, mais à condition de pas trop y croire. Les Grecs, par exemple, Athènes, avaient un récit très fort, hein. Athènes, les Athéniens versus les Spartiates, naturellement, mais aussi les barbares. Mais en réalité, quand vous étiez un barbare, quand vous étiez un métèque, vous pouviez très rapidement devenir un Athénien. Généralement, il suffisait de payer la bonne personne, et en quelques années, vous étiez en quelque sorte athénisé, si je puis oser cet horrible néologisme. Bon. Donc, nous avons besoin effectivement d'une certaine imagination, d'un certain récit, mais je pense qu'il est bon de ne pas trop y croire. Tous les hommes politiques se prennent pour des porte-voix du peuple. Est-ce que même cette idée de peuple est une fiction pour vous? Oui, à condition que nous en ayons une lecture deleuzienne, c'est-à-dire en termes d'événements. Le peuple français, il existe par ses actes. Valmy, par exemple. euh, alors, on a fait, vous me pardonnerez là aussi l'anglicisme, on a fait du packaging. On a dit que c'était la nation en armes. Mais c'était évidemment un formidable mythe mobilisateur et qui a été le véhicule de grandes transformations politiques, les transformations révolutionnaires. Mais cette construction de la nation française en tant que peuple, qui a eu bien sûr ses grands auteurs, Jules Michelet, a eu naturellement ses dégâts collatéraux. La Vendée, la persécution du clergé, toute forme de répression, y compris d'ailleurs des répressions à l'intérieur du camp révolutionnaire, puisque la Révolution, selon la formule consacrée, a dévoré ses propres enfants. Donc la Révolution française, c'est pas une histoire bisounours, c'est une histoire sanglante, mais qui a accouché d'un sentiment, d'une conscience nationale très forte, qui elle-même d'ailleurs s'inscrit dans une histoire de très très longue durée. Donc être français, ça peut prendre des sens extrêmement différents dans l'histoire, dans la longue durée, mais également dans la synchronie. On n'est pas français de la même manière pendant la Seconde Guerre mondiale. Les uns ont résisté, les autres ont collaboré, hein. Donc le peuple français, il existe, mais il existe par ses actes. Il existe, par exemple, en allant voter. Et là, évidemment, on peut avoir un souci, une préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, une large partie de la population française ne vote plus. Donc, l'identification au peuple français, elle ne passe plus entièrement par les urnes,
Elle passe vraisemblablement par d'autres canaux, parce que je crois que les Français continuent à avoir, même si c'est un sentiment contradictoire, éventuellement conflictuel, cette conscience d'être français. Mais l'un des aspects de la crise politique aujourd'hui, c'est que l'identification à la nation française, au peuple français, ne s'effectue plus par le jeu des urnes. Et là, on a effectivement crise des institutions démocratiques. Sans ces éléments culturels, alors comment on peut différencier un Français d'un Allemand, d'un Kurde? Évidemment, par toute une série d'éléments de leur vie intellectuelle et matérielle. On ne se nourrit pas de la même manière, on ne parle pas la même langue, etc. Le vrai problème est de savoir si l'on doit problématiser ces différences qui sont visibles à l'œil nu ou à l'oreille, si je puis dire. Est-ce qu'on doit conceptualiser ça en termes de nation, en termes de peuple, ou éventuellement de manière différente? Et là, vous avez une distinction que le chercheur effectue, c'est la distinction, et pardonnez-moi, mais c'est vous qui me poussez à utiliser des notions peut-être un peu abstraites et absconses, la distinction entre éthique et émique. Alors attention, éthique sans H. Et le terme, la notion de éthique sans H renvoie à des concepts que le chercheur va appliquer à des sociétés et qui sont des concepts qui, à tort ou à raison, sont considérés comme des concepts universels. Par exemple, la démocratie, l'État, la nation, le peuple. Bon. Et donc, on va appliquer cette notion aux Allemands, aux Kurdes, aux Français, en fonction de considérations théoriques ou autres. Bon. Et ce que l'on appelle émique, c'est la manière dont ces gens-là, j'évite le terme de peuple, ces gens-là, les Allemands, les Français, les Kurdes, vont eux-mêmes exprimer leur appartenance sociale. Les Kurdes, c'est intéressant, parce que vous avez des Kurdes qui, pendant très longtemps, ne se sont pas pensés en tant que peuple. Ils se sont pensés, par exemple, au XIXe siècle, et encore très largement jusqu'à aujourd'hui, en termes de lignage et en termes éventuellement de vallée. Bon. Et vous aviez des gens qui n'appartenaient pas à des lignages, qui étaient en quelque sorte des basses castes, qui étaient des exclus, et vraisemblablement des anciens esclaves. Bon. Et puis, dans le contexte de ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, vous avez des intellectuels turcs, et qui très souvent venaient des grandes familles, des intellectuels kurdes, pardonnez-moi, qui très souvent venaient de grandes familles kurdes, qui ont commencé à dire « pourquoi pas nous ?» C'est-à-dire qu'on reconnaît un peuple turc, alors qu'avant on parlait d'ottomans, on reconnaît un peuple arabe, nous aussi nous existons, donc nous voulons être reconnus en tant que peuple kurde. Et cette revendication kurde, dans les années 1980, elle a été prise en main, en quelque sorte, par des Kurdes d'origine non lignagère, ces fameux exclus, ces fameuses basses castes, et ça a donné le PKK. Et là, vous avez une revendication nationaliste qui est très différente de ce que pouvait être le nationalisme des élites kurdes des années 1920, grosso modo. Et alors après, vous, comme vous êtes, quand vous êtes un chercheur, est-ce que vous allez utiliser le terme de nation ou non? Ça dépend un petit peu de ce que vous cherchez. C'est-à-dire que d'un point de vue éthique sans H, vous allez utiliser ou non le terme de nation. Et là, on peut considérer qu'on a un peuple, qu'on a éventuellement une nation kurde, mais sans État-nation, puisque ces Kurdes, ils sont dispersés entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Donc, la notion de peuple, elle est quand même très problématique. Dans ce contexte, qu'est-ce qui fait que les gens sont à ce point attachés à leur tradition? On est attaché à la tradition parce que, d'abord, le meilleur couscous, le meilleur plat de pâtes, la meilleure choucroute, le meilleur coq au vin, c'est celui de sa maman. Bon, donc on a un ancrage dans ce qu'on appelle une culture, une tradition qui relève de notre socialisation, qui relève de notre vie affective, qui relève de notre rapport à nos
parents, papa, maman, et puis à notre famille, et puis à notre village. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. On a un attachement à notre culture, à notre haute culture. Euh, donc on a lu Victor Hugo, on a lu Montaigne, ceci, cela. Bon. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que notre rapport à la culture, notre rapport à l'alimentation, au cinéma ou à la religion, c'est nous qui le produisons. Si vous prenez par exemple la cuisine, on ne fait pas du tout la cuisine, la cuisine française, de la même manière aujourd'hui qu'auparavant, qui a 30 ou 40 ans. Donc, bien sûr, nous aimons nous penser dans les termes de la tradition, mais c'est une fiction. C'est une fiction utile, peut-être, parce que nous avons besoin de racines. Mais il faut bien voir que nous ne sommes pas dans une essence, nous sommes dans un événement, nous inventons notre tradition. Et le terme d'invention de la tradition, je l'emprunte à deux grands historiens britanniques, Terence Ranger et Eric Hobsbawm, qui ont parlé de l'invention de la tradition au XIXe siècle, c'est-à-dire la manière dont l'Europe a inventé sa modernité industrielle par la mobilisation de traditions. Si vous allez à Vienne, c'est assez frappant. Le Rathaus, l'hôtel de ville, qui a été construit sur le Ring, donc au milieu du 19e siècle, en plein urbanisme novateur, ils ont fait du néo-gothique. Bon, parce que c'est la tradition gothique, médiévale de l'Autriche. Le Parlement, naturellement, ils ont fait un style néoclassique grec, parce que une référence à la démocratie athénienne, etc., etc. Donc là, on a un processus d'invention de la tradition, et je trouve que cette notion, elle est plus intéressante que la notion très statique de tradition. Quand on vous écoute, on a comme un peu le sentiment d'être cerné par des abstractions, d'être trompé par des illusions. Mais est-ce que créer des fictions politiques, c'est pas aussi un moyen redoutablement efficace, pour créer des espèces de prisons mentales, et empêcher les gens de se rebeller? Nous savons, ça a été dit de manière différente par le philosophe Castoriadis ou par l'historien Paul Venn. Nous vivons dans des sociétés imaginaires. Nous avons besoin d'imagination. L'imagination est une propriété fondamentale de notre activité mentale. Et le politique n'échappe pas à la règle. Bon. Donc effectivement, nous imaginons une cité que nous espérons idéale. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord entre nous sur ce que doit être la cité idéale, hein, mais nous avons tous besoin d'un avenir radieux pour, évidemment, citer sur un mode ironique l'avenir radieux de l'Union soviétique. Et la plupart des avenirs radieux finissent de manière aussi piteuse que l'Union soviétique, et parfois de manière encore plus tragique. Ça a été le cas de l'avenir radieux que nous promettait, que promettait aux Allemands Adolf Hitler. Bon. Donc, cette dimension imaginaire, utopique peut-être de la cité, elle est fondamentale. Mais comme je le disais tout à l'heure, il est important de ne pas trop y croire. Nous en avons besoin peut-être pour mobiliser en nous ce que nous avons de meilleur, l'espérance d'une vie meilleure, l'espérance d'une cité qui soit plus juste, qui soit... et bien entendu, cette définition du juste, elle est historiquement située. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, dans la société française, après tout, il ne faut pas voir que les choses en noir, dans la société française, nous avons une plus grande attention portée à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, donc ce souci d'éviter la prédation sexuelle vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants. Nous avons peut-être une plus grande attention, même si elle reste très insuffisante, à l'égard des personnes qui sont handicapées. Donc la définition même de la justice, dans les termes canoniques de la République française, liberté, égalité, fraternité,
Elle évolue. Je crois que l'idée de la fraternité, aujourd'hui, n'est pas exactement la même que celle qu'elle pouvait être, au moment de la fondation de la Troisième République française. Parce que la fraternité, c'est sans doute celle que nous devons éprouver, par exemple, vis-à-vis des personnes handicapées, qui n'était pas franchement une question que l'on se posait, à la fin des années 1870, quand on a fondé la Troisième République française. Il y a donc une tension entre la réalité, et l'utopie. Bien sûr, nous vivons dans une situation, dans une cité imaginaire, que nous investissons de nos rêves, que nous investissons de nos espoirs. Après, la politique, c'est l'art du possible. C'est-à-dire comment, mettre en œuvre, heu, dans un partage, politique, ses idées. Et c'est là où, me semble-t-il, la démocratie, est est le moins pire, des régimes politiques, c'est que c'est l'institutionnalisation par le biais du débat politique et par le biais du jeu électoral, des inévitables conflits politiques que nous avons entre nous. Mais une famille fonctionne exactement de cette manière-là. Les membres d'une famille ne sont pas, d'accord, sur la destination des vacances, le menu, et cetera, et donc vous avez des procédures d'arbitrage, et de régulation de ces conflits. Et on sait très bien qu'entre l'idéal bisounours de la famille et ses réalités concrètes, il y a, beaucoup de enfin, que de la coupe aux lèvres, il y a beaucoup de distance. On nous a aussi expliqué, je me rappelle, que la mondialisation serait, la promesse de la fin des mouvances nationales identitaires. Or, plus on progresse dans le capitalisme mondialisé, plus on voit que les États sombrent dans ce qu'on appelle souvent l'illibéralisme. Comment ça se fait? Bah, déjà, moi, je n'ai jamais cru, à la thèse du recul de l'État, je n'ai jamais cru à la thèse de Fukuyama, sur la fin de l'histoire, et cetera, et cetera. Et il me semble que, mon paradigme, triangulaire, permet de rendre compte, de la résilience, de l'État. Moi, j'ai jamais cru que l'État était soluble dans la globalisation, parce que précisément l'État est un produit de la globalisation et non pas, sa victime. Alors du point de vue de l'autoritarisme, ce que l'on voit en effet, aujourd'hui à l'échelle du monde, c'est une espèce de crispation, autoritaire, heu, que l'on ressent, en Europe même, avec le développement de ces régimes dits libéraux, par exemple, en Pologne jusqu'aux dernières élections, en Hongrie, en Serbie, d'une certaine manière aussi en Croatie. Mais que l'on voit également à l'œuvre, dans un nombre croissant, de pays d'Europe occidentale, qui se réclament, d'un État fort, parfois de l'extrême droite, comme en Autriche, qui ne renie pas ses liens, avec, le fascisme mussolinien dans le cas de Giorgia Meloni, en Italie, ou qui en appelle, donc à une conception de plus en plus musclée, dans le cas d'Emmanuel Macron, ou de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur. Moi, ce que je vois, c'est comment, au fond, la révolution technologique, la numérisation, pour aller vite, du monde, a fourni, des instruments de contrôle, extraordinaires, au service d'une forme d'absolutisme. C'est-à-dire que l'État ne s'est absolument pas démantelé, au fur et à mesure que s'installait le néolibéralisme dans les années 1980. On a eu, par exemple, une intégration, du marché, des capitaux, des marchés financiers, comme je l'ai dit, tout à l'heure, avec le Big Bang, par exemple, du secteur bancaire. Mais simultanément, heu, toutes vos données bancaires, elles sont instantanément, transmises, à l'État américain, lorsque vous faites la moindre opération bancaire, le moindre transfert, par exemple, le moindre virement, d'un pays à l'autre. Lorsque vous prenez un vol, à destination des États-Unis, toutes vos données personnelles sont, heu, immédiatement données, aux services, secrets américains, et par le biais
de compagnies privées. C'est-à-dire que la privatisation d'un certain nombre d'activités, par exemple la privatisation de la société, de la compagnie aérienne nationalisée, enfin nationale Air France, ne s'est absolument pas traduite par un recul du contrôle de l'État sur sa population. Bien au contraire. La privatisation du secteur bancaire s'est accompagnée d'un renforcement de la surveillance bancaire des citoyens au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'implication des entreprises privées dans, et même d'une certaine manière, la privatisation des Jeux olympiques s'est accompagnée d'un renforcement absolument inédit de la surveillance policière par l'État français, qui a même interdit la circulation dans certains quartiers pour des raisons de sécurité. Donc en réalité, nous sommes devant la résurgence d'un nouvel absolutisme. Et je vous rappelle que l'absolutisme au XVIIIe siècle allait main dans la main avec le secteur privé. C'était les fermiers généraux. L'État absolutiste français, la monarchie absolutiste française ne pouvait fonctionner que par le truchement des fermiers généraux qui étaient des opérateurs privés. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous retrouvons cette alliance entre un État de plus en plus autoritaire, voire absolutiste, et le secteur privé, ce que symbolise formidablement bien l'alliance entre Musk et Trump aux États-Unis, ou la Startup Nation de Macron en France. Mais est-ce que nos États-nations, donc nationaux libéraux, ne rendent pas inévitable la domination d'une élite politique qui serait décadente, autoritaire et soumise au marché? Alors, la domination de la cité par une élite, c'est vieux comme le monde. Je ne vois pas très bien comment on pourrait l'éviter. La seule chose que l'on puisse faire, c'est l'instauration de checks and balances. Et là, je pense que ce bon vieux Montesquieu, la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, ce que l'on traduit donc par checks and balances, par référence plutôt au parlementarisme britannique, je ne vois pas très bien ce que l'on peut faire de mieux, mais dans le genre, on pourrait faire beaucoup mieux que ce que l'on fait actuellement. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus beaucoup de checks and balances, et naturellement, la volonté, par exemple, d'un Emmanuel Macron de court-circuiter les corps intermédiaires va tout à fait dans le sens de l'absolutisme. Bon. Prenez par exemple la question narcotique. Vous avez aujourd'hui un Emmanuel Macron, un Gérald Darmanin, je n'en doute pas, un Retailleau, qui mettent en œuvre une politique extrêmement vigoureuse de répression du trafic des narcotiques dans les quartiers, ce qu'on appelle des quartiers populaires. Donc là, vous avez un État qui s'adresse aux pauvres sur un mode très vigoureux. Mais si vous regardez du côté des élites, malheureusement, un certain nombre de faits divers dans les médias, dans l'enseignement supérieur, dans le milieu politique, ont montré qu'au moins une partie de nos élites était quand même une très grande consommatrice, à tout le moins, de cocaïne. Et là, l'État fait preuve d'un très grand libéralisme à l'égard des riches. Donc on voit bien cet effet de ciseaux. Et moi, à ce propos, la question que je poserais, c'est une question de politique publique. Nous savons très bien, et les premiers à le savoir, ce sont les policiers, que la prohibition des narcotiques et la politique de répression à outrance est vouée à l'échec. Et j'en réfère à ce que je nomme ironiquement le théorème d'Al Capone. Al Capone a prospéré sur la prohibition de l'alcool. Et le jour où les États-Unis sont revenus sur la prohibition de l'alcool pour essayer de lutter contre l'alcool par d'autres moyens, eh bien, le gangstérisme a dû trouver d'autres ressources. La prohibition des narcotiques a créé une rente qu'exploitent des acteurs criminels qui sont complètement mondialisés et qui aujourd'hui, comme je le craignais, se sont installés effectivement dans les quartiers. Donc vous avez une économie politique de la rente, et ça c'est la véritable question qu'il faut poser. Et je crois que nous en sommes très loin dans le débat politique français. Vous dites aussi que les États-nations sont une fabrique de l'inégalité sociale, qui permet structurellement une accumulation des richesses captées par une minorité au détriment de la majorité. Pourquoi? D'abord parce que
vous avez au moins deux grands ressorts dans l'histoire du monde. C'est l'accaparement du pouvoir et l'accaparement des richesses. Bon. Après, il y a d'autres ressorts, mais on va s'en tenir à l'essentiel, le pouvoir et la richesse. Et quand vous regardez de manière comparative, et vous savez que c'est ma démarche, euh, l'histoire du monde, l'histoire du politique dans le monde, eh bien vous retrouvez ce même processus de chevauchement des positions de pouvoir et des positions d'accumulation. Au fond, j'évoquais à l'instant les fermiers généraux, c'est une position, c'est une situation de chevauchement des positions de pouvoir et des positions d'accumulation. Vous avez des fermiers généraux qui sont en relation avec les positions de pouvoir et qui d'ailleurs très souvent cherchent à être anoblis. Ils achètent des titres de noblesse. Et si vous prenez un grand personnage dans le panthéon national français, Colbert, Colbert illustre tout à fait cette règle. Famille roturière qui a acheté, enfin ce sont ses parents, ses grands-parents, qui ont acheté un titre de noblesse. Il est introduit dans le cabinet de Richelieu comme petit bureaucrate. Il est repris par Mazarin. Il devient grand ministre de Louis XIV. Et Colbert a placé ses enfants, etc. Et il représente véritablement l'homme, la famille même, qui fait du chevauchement entre les positions de pouvoir et les positions d'accumulation. Les thermidoriens du Directoire ont procédé exactement de la même manière. Vous aviez un frère député et l'autre en province qui achetait les biens nationaux, selon la logique des délits d'initiés, comme on aurait dit à une autre époque, dans les années 1990 en France. Si vous prenez les Saint-Simoniens sous Napoléon III, c'est exactement la même chose. Et je pense que la Ve République, pour nous en tenir à cela, a fonctionné sur ce mode. Hein, le scandale de la Villette dans les années 1960, alors même que le général de Gaulle était une personnalité tout à fait intègre. Et aujourd'hui, nous sommes, alors ça s'appelle différemment, c'est le partenariat public-privé qui a été, dans le contexte du néolibéralisme, une formidable machine à cash flow, avec par exemple la privatisation des autoroutes, etc., etc. Donc nous sommes dans un cas de figure extraordinairement banal et que nous avons le tort d'évoquer en termes de corruption. La corruption, c'est un jugement moral. Mais du point de vue de l'analyse politique, c'est le chevauchement des positions de pouvoir et des positions d'accumulation. Donc ça, c'est la formation de l'État. C'est l'État comme production de l'inégalité sociale. Et la seule chose que l'on puisse faire par rapport à ça, c'est du checks and balance. Alors, vous encouragez, comme on l'a compris, une approche qui consiste à être attentif à notre histoire. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir que ceux qui sont aux commandes du pouvoir, en France ou en Europe, sont généralement apparemment assez ignorants de l'histoire? C'est une question à leur poser, soit parce qu'ils ont eu de mauvais professeurs, soit parce qu'ils ont été de mauvais élèves, ou encore parce que malheureusement nous avons des médias qui ont très largement tourné le dos à l'enseignement de l'histoire, non pas la propagation du roman national. Hein, aujourd'hui, on voit des tas dans un certain nombre de médias, des émissions historiques, mais qui sont plutôt des émissions. Bon, le terme de propagande est peut-être un petit peu fort, mais qui sont des émissions d'enchantement, où on va nous raconter la France, un peu la France du Puy du Fou, la France, l'histoire de France telle que je l'ai apprise sur les bancs de l'école communale. Bon, Henri IV, le bon roi, Gambetta dans son ballon, donc une histoire d'icône. Et malheureusement, aujourd'hui, notre système de médias euh, ne fait plus cette intermédiation entre, on va dire, l'université ou la recherche, d'une part, et d'autre part, le public général. Et malheureusement, je suis assez âgé pour voir la différence. Ce qu'était la télévision française dans les années 1960 et aujourd'hui. Ce qu'étaient nos grands quotidiens, quelles que soient leurs orientations politiques. Aujourd'hui,
vous prenez les suppléments livres hebdomadaires de nos 4 ou 5 principaux quotidiens en France et vous les comparez avec ce qui, par exemple, moi j'ai commencé à publier dans les années 1980, avec ce qui se faisait dans les années 1980, mais c'est le jour et la nuit. Vous n'avez quasiment plus aucun compte-rendu de livres, par exemple, relevant de cette fameuse sociologie historique et comparée de l'État. Vous pouvez encore avoir des comptes rendus de livres d'histoire, des livres, je veux dire, d'historiens, parce que ça reste quand même l'amour de l'histoire en tant que science reste quand même une espèce de passion nationale. Bon. Mais la restitution quand même, notamment à la télévision ou dans les radios, de cette approche historique, c'est beaucoup débilité. Hein. Mais alors, pour ce qui est de la sociologie historique et comparée de l'État, je puis vous garantir que là, ça n'intéresse absolument plus les médias. Donc, vous avez quand même une très grosse responsabilité de la part des médias. Il n'y a plus d'intermédiation entre, on va dire, le savant, le professeur, d'une part, ou les étudiants, et d'autre part, le public général. Et ça, c'est très grave. J'imagine que vous avez suivi, toute l'affaire de la dissolution, cet été. Quelle est la stratégie de Macron d'après vous? Ah, excellente question, heu, et que je vous invite à aller, poser à l'intéressé, au principal intéressé, parce que je crois que même son camp, n'a pas compris le film. Et cette dissolution, elle a été d'abord imposée aux macronistes, eux-mêmes. Imposée, à la présidente de l'Assemblée, nationale, qui, au demeurant, n'a pas été consultée, dans les formes prévues par la Constitution, tout comme d'ailleurs le président du Sénat, hein, Emmanuel Macron n'a pas respecté la Constitution, parce que consulter comme le demande la Constitution, ça n'est pas annoncé. Éventuellement par téléphone au président de l'une des 2 chambres, la dissolution de l'Assemblée nationale. Son Premier ministre était contre, et n'a pas été lui-même véritablement consulté dans les formes prévues par la Constitution. Donc c'est vraiment, comme l'on dit, le fait du prince, et il est extrêmement difficile de savoir pourquoi Emmanuel Macron a commis cet acte insensé qui n'a apporté aucune clarification. Le prétexte, enfin l'intention, c'était de clarifier le paysage politique et Emmanuel Macron n'a fait qu'ajouter de la confusion à la confusion, puisqu'on s'est retrouvé, avec une, Assemblée nationale qui était encore plus fragmentée, que l'Assemblée sortante et ensuite, il y a eu cette attente interminable tout l'été, pour, nommer un Premier ministre, désigner plus exactement un Premier ministre, selon une procédure qui est complètement inhabituelle par rapport aux usages du parlementarisme, et là, il faut faire quand même une espèce de flashback. On ne comprend pas pourquoi, Emmanuel Macron, en juin 2022, n'a pas fait ce qu'il a été contraint de faire pendant l'été 2024. En juin 2022, Emmanuel Macron, qui vient d'être mal élu, en quelque sorte, mal réélu président de la République, se retrouve avec une majorité relative. Et là, constitutionnellement et démocratiquement parlant, il aurait dû faire ce qui se fait dans n'importe quelle démocratie parlementaire d'Europe occidentale, et d'ailleurs, c'est de désigner un Premier ministre susceptible de dégager une majorité absolue au Parlement, qui eût été une majorité de coalition. Il pouvait donc demander à l'un de ses partisans d'entamer des négociations avec éventuellement le Parti socialiste ou avec la coalition de gauche, la NUPES, à l'époque, ou alors avec le Parti républicain. Et essayer et c'est ce qui se fait, par exemple, en Allemagne ou en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, etc. Et finalement, il aurait eu une majorité absolue, un gouvernement de coalition, mais sur un programme
qui aurait été négocié par les 2 ou les 3 protagonistes, de la dite coalition. Et il l'aurait fait dans de bonnes conditions. Puisque finalement, il avait lui-même déclaré le soir de sa réélection, qu'il était à l'écoute du peuple, qu'il se sentait obligé par, le vote, de gens qui n'étaient pas ses partisans, mais qui avaient finalement voté pour lui, selon la logique du Front républicain, pour éviter l'arrivée au pouvoir, à tort ou à raison de Marine Le Pen, et cetera, et cetera. Donc il l'aurait fait dans des conditions bien plus favorables que celle de l'été 2024, où il a, pardonnez-moi l'expression, mais où il a lamentablement pataugé en essayant de finasser. Et aujourd'hui, donc, il a un gouvernement de coalition qui ne dit pas véritablement son nom et qui est entièrement tributaire du pouce levé ou baissé de Marine Le Pen. Alors, vous avez beaucoup analysé, réfléchi, écrit sur Macron. Est-ce que vous pensez qu'il est dangereux pour la démocratie? J'avais écrit, j'avais titré l'une de mes chroniques, je pense que c'était en 2021, au moment de la vaccination obligatoire. J'avais écrit à propos de Macron, cet homme est dangereux. Et puis ultérieurement, je pense que c'était fin 2023 ou au début 2024, un autre papier, cet enfant est dangereux. Macron est dangereux pour la démocratie et à double titre. Euh, il est dangereux par... alors, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue, euh, mais il est dangereux quand même par une forme d'immaturité personnelle par rapport au pouvoir. Il y a une espèce d'infantilisme politique chez Macron qui passe par son hubris. Il est persuadé qu'avec ses petits bras, il va endiguer le Rassemblement national, il va remonter la France, et qu'il est le plus intelligent. Il n'est pas le premier hein, de nos présidents à être complètement autiste par rapport à son entourage. Il est à nouveau un président qui est entouré de crétins. Donc il y a une forme assez préoccupante, je trouve, d'immaturité politique. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé et quand même un peu glacé, c'est le premier mois de décembre qu'il a passé à l'Élysée, où il a offert une fête comme il se doit aux enfants du personnel de l'Élysée. Et puis je crois qu'il y avait comme ça des gens, des enfants d'autres milieux sociaux qui étaient invités. Bon, là, très bien, on est tout à fait dans la logique traditionnelle du président de la République. Et il s'était mis lui-même en scène dans une représentation, je crois, de Pierre et le Loup. Bon. Et ça, c'est une espèce de mauvais remake de Louis XIV. On sait que Louis XIV aimait les arts, qu'il était un très grand danseur et qu'effectivement, il se mettait en représentation, il se représentait lui-même sur des opéras que Molière lui concoctait. Mais cette scène m'avait vraiment glacé parce que j'y avais vu le signe, une espèce d'immaturité que l'on a revu à intervalles réguliers et avec un président quand même qui change d'avis et qui parfois ment. Comme il l'a fait, par exemple, lorsqu'il s'était engagé à ne pas rendre obligatoire la vaccination. Donc je pense qu'il y a une première raison pour laquelle cet homme est dangereux, c'est parce qu'au fond, c'est un enfant dangereux. Il est un enfant dangereux. Il y a une deuxième raison qui est plus sérieuse. C'est son positionnement néo-thermidorien, d'extrême centre, et qui, et ça remonte à loin, ça remonte, comme le dit très bien Pierre Cernat, à Thermidor lui-même, et aux Thermidoriens eux-mêmes, et que l'on revoit avec Napoléon III, avec Boulanger, avec toute cette vision très technocratique, néo-saint-simonienne du pouvoir, et un autoritarisme qu'a incarné sur des genres très différents, un maréchal Pétain ou un De Gaulle. De Gaulle, simplement, il était un vrai démocrate, parce que lorsque le peuple lui a dit non, en 1969, dans la demi-heure, il a quitté l'Élysée. Mais il y a cette veine. Et cette veine, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, elle s'actualise dans un moment de renforcement de l'État avec des moyens
technologique glaçant de surveillance de la population. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le Covid, tout le monde s'est effrayé, mais aussi avec peut-être un brin d'admiration sur la manière dont la Chine a contrôlé sa population et notamment a recouru à des moyens numériques pour contrôler la population et notamment la reconnaissance faciale à partir de la biométrie. La France et d'autres sociétés démocratiques ont commencé à introduire certains éléments qui n'étaient pas de la reconnaissance faciale, mais la main sur le cœur en disant que, bien entendu, jamais, nous sommes une société démocratique. Bon. Et en réalité, nous avons vu la généralisation de procédés de surveillance qui ne sont pas encore de la reconnaissance faciale, mais qui sont l'antichambre de la reconnaissance faciale. L'on nous a dit, par exemple, qu'au moment des Jeux olympiques, certes, on introduisait la reconnaissance algorithmique de mouvements suspects dans la foule, mais que jamais ça ne serait... c'était purement temporaire pour les Jeux olympiques. Et là, aujourd'hui, nous avons le préfet de Paris qui demande la reconduction de ce dispositif. C'est quelque chose que nous savons très bien. Nous savons très bien que toutes les mesures qui ont été prises, par exemple, dans le contexte de l'état d'urgence, ont été ensuite versées dans le droit ordinaire. C'est la propension spinozienne de l'État. L'État persiste dans son être et, bien entendu, ne renonce jamais par lui-même à des prérogatives qu'il s'est octroyées. Et aujourd'hui, Macron est l'incarnation de ce danger au-delà de son immaturité politique. Et je crois que nous sommes dans un moment de basculement. François Sureau, proche d'Emmanuel Macron, qui a participé à la rédaction du premier programme électoral d'Emmanuel Macron, qui est un ami, je crois, personnel d'Emmanuel Macron, qui est donc plutôt un homme de droite, pas par son itinéraire personnel, à plusieurs reprises, notamment sous la forme de petits écrits, de petits essais, attirer notre attention sur notre renoncement à nos libertés publiques. Et on pourrait citer également l'un des plus grands procureurs de la République contre le terrorisme, qui vient de nous alerter sur le dévoiement de la législation antiterroriste, qui aujourd'hui est appliquée au moindre mouvement social. Donc je pense que les Français doivent se rendre compte qu'ils sont dans un moment historique où leur liberté publique se délite sous leurs yeux, mais avec leur consentement. Parce que, à force de roucouler le mot de sécurité, on en oublie cet impératif catégorique de la République française: liberté, égalité, fraternité. Est-ce que l'État-nation, qui s'est imposé comme forme universelle, a des chances dans l'histoire future de faire faillite? Est-ce qu'un gouvernement mondial, comme on dit parfois, du type de celui que Jacques Attali espère, vous semble, par exemple, possible à la place? Aucune forme politique n'est vouée à la perpétuité, ou à l'éternité plus exactement. On peut tout à fait imaginer la disparition de l'État-nation. Après tout, les grands empires pluriséculaires ont disparu en tant que tels. Je pense à l'Empire ottoman ou à l'Empire austro-hongrois notamment. Donc on peut tout à fait imaginer que l'État-nation disparaîtra. Je ne suis pas certain, et c'est un euphémisme, que ce soit au bénéfice d'un gouvernement mondial. Ou plus exactement, on va avoir des formes intermédiaires. C'est-à-dire que d'ores et déjà, nous avons aujourd'hui des formes de gouvernement mondial par le biais de toute une série de régulations techniques ou éventuellement juridiques ou économiques et financières, alors même que par ailleurs, nous voyons que les Nations Unies traversent une grave crise, en particulier parce que l'un des membres des Nations Unies s'en prenne directement
au système des Nations Unies. Je pense naturellement à Israël, qui est membre des Nations Unies, dont l'existence est garantie par les Nations Unies, mais qui aujourd'hui a déclaré, et là quand même on croit rêver, persona non grata, le secrétaire général des Nations Unies. Donc on a un peu envie de dire au gouvernement israélien, écoutez, quittez les Nations Unies si, si vous ne pouvez même plus recevoir le secrétaire général de cette institution. Donc on a une crise du système des Nations Unies. On a un renforcement de toute une série de régulations mondiales dont l'origine remonte à la fin du 19e siècle. L'Union postale universelle, par exemple, hein, et bien d'autres institutions. Et puis, il y a une inconnue, c'est la justice internationale. Aujourd'hui, on voit une montée en puissance de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice. Mais que va-t-il en être? Parce qu'on voit très bien que les États-Unis, par exemple, n'ont pas envie que ces deux juridictions aillent trop loin, par exemple, dans l'incrimination d'un certain nombre de personnalités israéliennes, à commencer par M. Netanyahou. Donc là, il y a une très très grande interrogation sur cette instance de la justice internationale. Donc à mon avis, on va plutôt avoir euh, d'abord le maintien de l'État-nation pour une période enfin, je ne suis pas Madame Soleil, mais je ne pense pas que l'État-nation soit au bord de l'effondrement. Bien au contraire, je pense qu'il est dans une période de renforcement, hein. Mais si on se projette véritablement dans un futur ou dans un avenir tout à fait impossible à situer, on pourrait très bien imaginer des formes intermédiaires de recomposition politique sous la base de confédérations, de réorganisation régionale, le développement aussi de toute une série de liens à l'échelle régionale, une remise en cause peut-être de certains États plurinationaux comme le Royaume-Uni avec une indépendance de l'Écosse ou l'Espagne avec l'indépendance de la Catalogne. Et puis le développement de formes de, j'aime pas tellement le terme, mais peu importe, de gouvernance mondiale par le biais d'instances de régulation. Mais le gouvernement mondial, en tant que tel, je n'y crois pas. Comment, avec votre prisme d'étude, vous analysez le retour fracassant aux guerres et notamment la tragédie absolue qui se déroule sous nos yeux au Moyen-Orient? La guerre, elle n'a jamais cessé. Et on a pudiquement parlé de paix coloniale, par exemple. Non, l'époque coloniale a été maillée de grandes rébellions, de grandes révoltes qui ont été noyées dans le sang. Il n'y a pas eu de paix coloniale. Euh, le- la guerre froide n'a été froide que pour les superpuissances et les États très directement inféodés aux deux grandes alliances, Pacte de Varsovie et OTAN. Mais la guerre froide s'est accompagnée de guerres subsidiaires. Guerre d'Indochine, guerre du Vietnam, guerre d'Angola, enfin toute une série de guerres de libération nationale qui étaient des guerres, on dirait aujourd'hui, de proxy, hein. Donc la guerre, malheureusement, fait partie de l'ordinaire de l'État, et peut-être plus de l'ordinaire de l'État-nation que de l'Empire. Il y a une spécificité entre les deux, c'est que l'Empire gouverne par la différence, en reconnaissant la différence. Par exemple, l'Empire ottoman n'a jamais été un empire musulman, c'était un empire politique et qui a pratiqué ce qu'on appellerait peut-être l'administration indirecte des Balkans par le truchement de l'Église orthodoxe. Donc les empires gouvernent par la différence. L'État-nation, lui, il gouverne par la centralisation politique et par l'invention et l'imposition d'une identité nationale. Et la définition de la citoyenneté a été ethno-religieuse. Et ça, dans tout
l'ancien empire ottoman, l'ancien empire austro-hongrois et d'une certaine manière la Russie contemporaine, l'ancienne Union soviétique, vous avez l'imposition d'une définition ethno-religieuse de la citoyenneté. Le bon turc, c'est celui qui est musulman sunnite. Le bon israélien, c'est celui qui est juif sioniste, et parce qu'on peut être juif sans être sioniste. Le bon irakien, c'était à l'époque du mandat et ensuite sous Saddam Hussein, c'était le sunnite, etc., etc. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le passage de l'Empire à l'État-nation, son ingénierie, c'est la purification ethnique. Vous pouvez l'avoir en version, entre guillemets, soft, par le biais de l'assimilation culturelle, c'est ce que grosso modo la Turquie a fait avec les Kurdes, ou alors vous l'avez par la purification ethnique, Milosevic dans les années 1990 en Yougoslavie, ou alors vous l'avez par le génocide. C'est ce qu'ont fait les jeunes Turcs avec les Arméniens, ce qu'a fait d'une certaine manière, bien entendu, Hitler avec la Shoah. Et la grande question qui se pose aujourd'hui en Israël-Palestine, est-ce que véritablement nous assistons à un génocide? Moi, je suis extrêmement prudent sur l'usage de ce terme parce qu'il a une définition juridique, mais je remarque simplement que des juristes aujourd'hui à La Haye commencent à utiliser le terme. Mais en tout cas, nous sommes depuis 47-49 dans une opération de purification ethnique. Ça, c'est clair et net. Et on voit très bien comment aujourd'hui, l'objectif non avoué de Netanyahou est effectivement de réaliser la purification ethnique à Gaza et de manière plus rampante, mais avec le phénomène de colonisation en Cisjordanie. Et là, je crois que... alors là, on a parlé de Palestine-Israël parce que c'était votre question, mais on voit très bien que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie relève exactement de la même logique. Je voudrais parler peut-être d'un troisième cas qu'on n'a pas évoqué dans notre entretien, c'est l'Inde. L'Inde, enfin l'Asie du Sud-Est, c'est le passage d'un empire à l'État-nation. Vous avez la partition, donc définition ethno-religieuse de la citoyenneté, une Inde qui se voudrait purement hindouiste, c'est la position de M. Modi, un Pakistan qui s'est voulu islamique, mais qui lui-même d'ailleurs a éclaté, et puis un Sri Lanka dont on ne sait pas très bien s'il doit être hindouiste ou bouddhiste, avec des guerres civiles. Mais je crois qu'en Inde aujourd'hui, avec Modi, nous sommes également dans une logique de purification ethnique au détriment des musulmans, qui situe l'Inde dans ce processus universel de passage de l'Empire à l'État-nation. Et donc nous avons des guerres, mais qui sont des guerres très particulières, parce que ce sont des guerres identitaristes, ce sont des guerres de définition ethno-religieuse de la citoyenneté, et bien entendu, dans cette histoire, le véritable gagnant, c'est pas Dieu, c'est César, parce que l'invocation de la religion est un tour de passe-passe, c'est un tour de bonneteau, et naturellement, Dieu, quelle que soit, si je puis dire, sa confession, n'en demande pas tant. Donc nous sommes devant des guerres qui sont des guerres politiques, mais qui se parent d'habits religieux et dont le fondement est véritablement ethnique, mais une ethnicité qui est très largement inventée. Et on retombe sur cette problématique de l'invention de la tradition et de l'identité. Mustafa Kemal a imaginé des Turcs dont les ancêtres étaient tantôt les Hittites, tantôt Gengis Khan, comme on dit en France. Mais là, on est dans un travail d'invention de la tradition, auquel d'ailleurs ont participé des intellectuels polonais. Mais bon, c'est une autre histoire. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors justement, je suis tombé amoureux, quand j'étais, adolescent, de la musique. Alors à l'époque, on disait la musique orientale. Bon, c'est la musique, on va dire iranienne pour aller vite, ou la musique, ottomane. Et de fil en aiguille, c'est surtout de la musique ottomane que j'ai entendue, et c'est une musique qui, au fond, n'est pas sans rapport avec notre entretien. C'est une musique impériale, musique d'empire, dont les compositeurs étaient éventuellement des turcophones, on va dire musulmans,
mais également très souvent des Arméniens. La musique ottomane était très largement composée par des Arméniens, tout comme d'ailleurs les grandes mosquées de l'Empire ottoman, la Mosquée Bleue, etc., avaient un architecte arménien, Sinan, qui était d'origine arménienne. Et c'est une musique également qui était qui a de cours, dont nombre de compositeurs ont pu être juifs. Bon. Donc c'est une musique, on va dire, multiethnique, une musique extraordinairement sophistiquée, presque hiératique, mais je pense que vos auditeurs qui aiment le baroque tomberont eux aussi amoureux de cette musique. C'est une musique extrêmement méditative, qui est une musique, comme on dit comme ça, de manière courante, modale. Donc vous avez une espèce de structure et ensuite qui donne lieu à des improvisations. Et là, je pense que vos auditeurs qui sont amoureux de free jazz peuvent également aimer la musique ottomane, parce que la part de l'improvisation est extraordinaire. Et donc, c'est une musique très riche. Et il y a en France un interprète, Gilles Andrieux, qui est, comme son nom l'indique, français, mais qui lui aussi est tombé amoureux de cette musique et qui aujourd'hui joue avec des musiciens ou des musiciennes qui sont souvent turcs, que vous avez sous la main à Paris, et qui est un remarquable interprète de tanbour, c'est un luth à manche très très long, ou de kemençe, c'est un petit violon sans frettes. Et voilà, donc j'invite vos auditeurs à découvrir cette musique qui est aisément disponible chez tous les grands marchands de disques, sur les plateformes de streaming et en live avec un interprète comme Gilles Andrieux.